Comme dit le Premier ministre, les poutres continuent de bouger dans le paysage politique français avec ces élections européennes qui ont donné pour vainqueur en France le Rassemblement national. Et c'est avec Nicolas Bay que nous sommes ce matin, qui vient d'être réélu député européen. Nicolas Bay, bonjour. Bonjour. Vous étiez numéro 7 sur la liste du Rassemblement national. Vous êtes réélu, satisfait de votre élection? Oui, satisfait plus encore que mon cas personnel pour le bon résultat que nous avons obtenu hier soir. Vous estimez que c'est un bon résultat? Parce que, sincèrement, les commentateurs, les sondages disaient qu'il va y avoir une forte avance du Rassemblement national. Ce n'est pas le cas par rapport à la liste de la majorité présidentielle. Vous la devancez d'à peine un point. On avait un objectif, c'était d'arriver en tête. Nous sommes en tête et Emmanuel Macron avait un objectif, c'était de battre le Rassemblement national et il a échoué dans cet objectif. Donc voilà, après, on peut toujours dire qu'on fait un tout petit peu moins qu'en 2014. La vérité, c'est qu'en nombre de voix, on fait beaucoup plus. Ouais. On a aussi eu cette capacité à faire revenir beaucoup de Français combien de plus qu'en vers les urnes. Je n'ai pas le décompte exact, mais on est à plus d'1 million de voix supplémentaires par rapport à 2014, ce qui est très significatif. Ça montre aussi qu'on a eu aussi cette capacité à intéresser les Français à un débat européen, alors même que Emmanuel Macron a tout fait, honnêtement, pour que la campagne européenne n'ait pas lieu. Il a lancé le grand débat pour parasiter la campagne, et ensuite, c'est lui qui a transformé la dernière phase de campagne en un référendum pour contre sa politique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même, on peut le dire, encore dans une crise sociale en France, forte, très ancrée, et l'effet gilet jaune dont on pensait que vous pourriez profiter, finalement, il n'a pas eu un effet aussi dévastateur en votre faveur. Moi, je crois qu'on a été la principale réponse politique à cette crise des Gilets jaunes, et les Gilets jaunes ne s'y sont pas trompés, puisque ceux qui se revendiquaient des Gilets jaunes, qui avaient constitué des listes concurrentes, sont à un niveau très faible. Alors, je disais que le Premier ministre disait que les poutres continuent de bouger, donc la vie politique nationale s'organise entre eux et vous aujourd'hui? Je crois que c'est incontestable. On a une amplification. C'est fini le clivage droite-gauche? On a une amplification de 2017. En 2017, on a bien vu qu'il y avait des nouvelles forces politiques, La République En Marche, le Rassemblement national, qui structurent la vie politique. Là, c'est encore plus fort et on assiste à l'effacement du PS, qui était déjà fait en 2017, et à l'effacement progressif aussi des Républicains, qui sont à un niveau très faible. Pourquoi? Parce que finalement, ils payent au prix fort leurs ambiguïtés, leurs trahisons successives. C'est en gros faire le contraire quand ils sont au pouvoir de ce qu'ils disent pendant les campagnes électorales. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup d'électeurs des Républicains, soit qui se sont tournés vers nous, ça vous étonne, parce qu'ils sont attachés à la nation. Oui, j'avoue que je pensais que peut-être que qu'ils se maintiendraient à un niveau un peu plus haut. Ça s'est accéléré, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'électeurs finalement. Ils viennent chez vous? Il y en a une partie qui est venue chez nous. Je pense que ceux qui sont attachés à la nation, veulent défendre notre identité, notre souveraineté, se sont tournés vers le Rassemblement national, et ceux qui sont sur une liste plus européiste, mondialiste, ultralibérale, avaient voté pour Macron déjà en partie en 2017 et ce qui veut dire que vous allez continuer à vous recentrer sur la droite Non, c'est pas une question de se recentrer. Si, quand même, le discours est beaucoup plus policé, il n'est plus question de sortir de l'Europe, il n'est plus question de sortir de l'euro. On le voit dans les postures, dans les débats, vous êtes beaucoup moins agressif, aboyeur, si vous me permettez l'expression. Moi, j'ai jamais eu le sentiment d'être agressif. Vous êtes académisé. Non, mais on défend nos convictions avec toujours autant de ferveur et d'intensité. C'est vrai que sur un certain nombre de sujets, on a montré que notre position était raisonnable et pragmatique sur la question européenne. Aujourd'hui, on défend cette Europe des nations parce qu'on est en capacité de la mettre en œuvre, de la mettre en musique, parce qu'on a des alliés en Europe qui ont progressé ou émergé ou même accédé au pouvoir un peu partout. Donc c'est un changement de donne politique, de situation politique. Mais aujourd'hui, nous lançons un appel, une main tendue à tous ces électeurs, notamment qui sont encore chez les Républicains, et dont ils voient bien qu'il y a l'objectif, c'est d'absorber les Républicains, qui est plus en capacité de constituer la moindre alternative. C'est d'absorber les Républicains? Oui, mais on s'adresse à tous les Français, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui votent encore pour les Républicains, et ils peuvent faire le constat aujourd'hui, enfin hier soir, que finalement c'est une force politique qui n'est plus du tout en capacité d'incarner une alternative et une future alternance. Alors, la droite, c'est vous aujourd'hui? Nous défendons la nation. C'est vrai qu'il y a des personnalités de droite qui nous ont rejoints, comme Thierry Mariani. C'est vrai qu'il y en a aussi d'ailleurs qui viennent d'autres horizons. Et c'est heureux. Et c'est une bonne chose. En réalité, on a assisté depuis 2017. Il y en a qui viennent de la France insoumise, qui fait un score médiocre. Ça a été le cas, oui, c'est vrai. Ça montre qu'il y avait aussi dans cet électorat-là des gens qui sont attachés à la souveraineté nationale et qui se sont rendus compte et que la France insoumise ne défendait pas tellement, en réalité, les classes laborieuses. Est-ce que vous avez regardé la dernière édition du Figaro avec une carte, justement, sur la géographie du vote, et on s'aperçoit que on est effectivement
dans une opposition, grande métropole et zone rurale. Vous êtes un vote rural je crois qu'on défend cette France qui est largement oubliée par Emmanuel Macron et son exécutif. On assiste, il y a c'est vrai, des gens qui se considèrent à tort ou à raison, comme les gagnants de la mondialisation sauvage, et qui, pour certains, sont simplement les prochains sur la liste de ceux qui seront déclassés et qui vont souffrir, mais qui votent encore pour Emmanuel Macron et la République En Marche. Ça explique le résultat d'hier soir. Mais il y a énormément de Français qui souffrent terriblement des politiques qui ont été menées. Et aujourd'hui, la nécessité, c'est d'un changement de cap. Parce que quand le Premier ministre dit « ça ne changera rien, le résultat, on continuera », c'est insupportable parce que c'est finalement « vote toujours, tu m'intéresses ». C'est-à-dire que les Français s'expriment dans la rue. Ils s'expriment dans les urnes, à chaque fois, le gouvernement est totalement indifférent et ils pratiquent un exercice sectaire du pouvoir parce qu'ils ont une majorité à l'Assemblée nationale absolue qui résulte d'un mode de scrutin très antidémocratique. Ils continuent à faire ce qu'ils veulent et être totalement sourds à la souffrance des Français. Alors, vous allez siéger, vous aurez quoi, à peu près 28, 29 députés européens? Alors, nous avons, le Rassemblement national, 22 députés européens et un 23e au moment où le Brexit interviendra. 23. Mais nous avons beaucoup d'alliés, une quinzaine de nationalités différentes. Vous allez continuer à co-présider, parce que c'était votre cas. Ça, ce sera la discussion qu'on aura. Le groupe Europe des Nations et des Libertés. C'est une discussion qu'on va avoir avec nos alliés dans les tout prochains jours, dès demain à Bruxelles. C'est vrai que dans notre futur groupe, dans notre future coalition, il y aura la délégation des Italiens de la Lega et des Français du Rassemblement national qui sont numériquement les plus importantes. Mais nous avons également les Allemands de l'AfD qui entrent en nombre dans notre coalition. Et puis il y a aussi les Flamands, les Danois, les Finlandais, les Estoniens. Donc, vous voulez toujours créer l'international des nationalismes? C'est pas ça. On construit l'Europe des nations de façon concrète. On va défendre cette ligne-là. Sauf que vous êtes divisés. Dans l'hémicycle. C'est pas vrai. En réalité, on est un groupe qui va être... Les groupes dits souverainistes sont quand même divisés en 3 groupes. Non, oui. Dans la précédente mandature, je pense qu'on ne sera pas divisé en 3 groupes dans cette mandature-là. Vous faites référence, je pense, aux Polonais du Parti droit et justice, aux Hongrois du Fidesz. Ils ont fait le choix pour l'instant de ne pas être dans la même coalition que nous. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de nous retrouver sur un certain nombre de votes ensemble. Mais ça pose le problème de l'hétéroclicité totale des autres groupes. Nous, on a un groupe assez cohérent avec des vraies convergences de vues. Des Nations des Libertés, pour l'essentiel. Vous n'arrivez pas à élargir aux autres. On va élargir considérablement par rapport à la situation actuelle. Mais j'entends bien, mais par rapport aux Polonais, par rapport aux Hongrois, qui n'ont pas les mêmes sujets que vous, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais on va agréger. Monsieur Salvini sur l'immigration, ils ne sont pas d'accord sur la position vis-à-vis. Ils sont beaucoup plus atlantistes que vous ne l'êtes. Non, mais il y a des différences nationales qu'on assume. Et ça fait pas un groupe, en réalité, on va agréger 5 ou 6 nationalités supplémentaires dans notre nouveau groupe. Notamment Vox, et resteront en suspens les 2 nationalités hongroises et polonaises. On verra ce qui se passe dans la durée. C'est aussi un travail de fond. Peut-être qu'on arrivera à les convaincre dans les mois qui viennent. Moi, je ne pense pas que Viktor Orban, je comprends parfaitement la position qui est la sienne de vouloir rester dans sa famille politique d'origine. Mais la vérité, c'est qu'en toutes circonstances, il défend des positions qui sont beaucoup plus proches de celles du PPE. Au total. Écoutez, à mon avis, on va être entre 80 et 100. Vous ne pourrez pas être une force d'appoint pour constituer des majorités? Vous savez, nous, on a toujours Vous votez toujours contre? Non, c'est faux. Vous allez changer ou pas? C'est faux. C'est faux. Au Parlement européen, un exemple où vous votez pour. Par exemple, la directive sur les droits d'auteur. Mais à chaque session plénière au Parlement européen, nous votons des dizaines de textes et d'amendements. On a toujours eu une approche pragmatique. Ça ne nous dérange pas de voter un texte, même quand il est présenté par des adversaires politiques. Pourquoi vous avez voté contre le PNR, alors, qui est le système de contrôle des passagers on peut refaire la campagne électorale, mais parce que le flicage généralisé, c'est pas ça qui est efficace. Ce qui est efficace dans la lutte contre le terrorisme, c'est le ciblage. Il ne vous a pas échappé que ceux qui ont frappé, ensanglanté, endeuillé la France ces 3 dernières années, ils n'ont pas pris l'avion pour venir. Et donc, organiser sans réciprocité de surcroît le transfert de toutes nos données de passagers aériens, c'est pas ça qui va améliorer la lutte contre le terrorisme. Voilà. Et puis, ça posait évidemment un vrai problème de souveraineté nationale. Mais vous savez, tous nos votes, on peut les assumer. Ce qui serait bien, c'est que nos adversaires, au lieu de faire du sectarisme et de refuser systématiquement les textes que nous proposons, même quand ils sont d'accord avec le contenu, simplement parce qu'ils viennent de nous, eh bien, ils devraient avoir cette position-là. Parce que si on défend l'intérêt général, et c'est ce que nous faisons, eh bien, on doit être prêt à voter des textes qui vont dans le bon sens, même quand ils viennent d'adversaires. Vous avez la réputation au Rassemblement national d'être assez peu présent en commission. Vous êtes là quand il faut voter et vous montrer, mais est-ce que ça va changer, ça? Là aussi, c'est faux.
nos députés du Rassemblement national. Toutes les statistiques mais justement, officielles le disent. Non, c'est inexact. C'est ce que disent nos adversaires, c'est souvent relayé complaisamment par les médias, mais c'est objectivement et factuellement inexact. Nos statistiques, c'est 16 000 amendements déposés, des milliers de dossiers suivis. On a une présence, une activité parlementaire et législative au Parlement européen de nos députés RN sortants, qui est très supérieur à ceux des Républicains ou aux macronistes. Et donc, on n'a pas à rougir de ce travail. On a fait un vrai travail de fond en commission, en séance plénière, dans tous les groupes de travail. Et on va continuer avec beaucoup plus de force, d'intensité dans les 5 années à venir, parce qu'on sera beaucoup plus nombreux, on représentera beaucoup plus de nationalités et on sera en situation aussi de peser plus lourd dans les votes. Est-ce que vous allez vous représenter pour présider ce groupe Europe des Nations et des Libertés? Vous savez, c'est une discussion qu'on va avoir avec nos alliés. Moi, je ne préjuge pas des décisions qui seront prises. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai intéressé à poursuivre ce travail-là, mais nous avons beaucoup de nouveaux alliés. On va discuter avec eux dans les prochains jours à Bruxelles et la constitution du groupe et le dépôt auprès des services administratifs du Parlement européen des nouveaux groupes interviendra à la mi-juin. Pour qui vous voterez à la présidence du Parlement et à la présidence de la Commission européenne? Écoutez, je pense que nous présenterons des candidats pour la présidence du Parlement. C'est une discussion là aussi qu'on aura avec nos alliés. Il y aura des Français? Non, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on ne votera pas pour les Spitzenkandidaten, c'est-à-dire les candidats à la présidence de la Commission qui ont été proposés par nos adversaires. Évidemment, on ne va pas voter pour M. Weber qui incarne l'immigration massive, le laxisme en la matière, puisque c'est l'homme de Mme Merkel. Et puis, vous le savez, notre position sur la Commission européenne, c'est qu'il faudra la supprimer pour donner le pouvoir au Conseil et au Parlement, qui sont les institutions démocratiques. Donc vous voterez démocratiques. Pas pour un président de la Commission? On verra ce qu'on fait. Encore une fois, c'est une décision qu'on aura avec nos alliés. Moi, je ne peux pas vous dire à l'avance ce qui va se passer, d'autant plus qu'il y a encore une incertitude sur ce que seront les candidats. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voterons pour des représentants qui défendent les nations, qui défendent notre vision d'une Europe des nations. Ouais. Et sans doute que nous serons amenés, pour différents scrutins dans le cadre des institutions européennes, à présenter nos propres candidats et donc à voter pour eux. Il y aura un candidat donc de l'Europe des Nations et des Libertés. Oui, voilà. Non, mais il y a plusieurs instances. Il y a le Parlement, il y a la Commission, il y a ensuite les commissions, etc. Donc on fera une discussion avec nos alliés pour déterminer une stratégie et défendre nos positions avec nos candidats. On est avec Nicolas Bay ce matin dans les studios du Figaro et on continue avec Jérémy Pontieux pour poser vos questions, chers internautes. Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Bay. Première question de Farouk qui nous dit au présidentiel, Marine Le Pen est partie chercher une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce qu'il peut en être d'actualité aujourd'hui? Nicolas Dupont-Aignan avait fait le choix de partir en cavalier seul alors que nous lui avions proposé une alliance en lui disant qu'on pouvait arriver en tête aux élections européennes si nous partions unis. Il a décliné cette proposition, ça ne nous a pas empêché d'arriver en tête aux élections européennes, mais lui se trouve dans une situation de marginalité politique à un niveau très modeste. Nous réitérons notre volonté de travailler avec tous ceux qui défendent la nation. Donc vous continuez à lui tendre la main? Oui, à tendre la main d'une manière générale, d'ailleurs à ceux qui ont fait le choix de porter leur suffrage sur la liste qu'il conduisait, qui a obtenu 3%, je crois. Ces électeurs-là, je pense qu'ils sont d'accord avec l'essentiel de ce que nous défendons. Ils ont vocation, évidemment, à nous rejoindre. C'est pas le cas pour M. Asselineau, qui ne défend pas les mêmes idées que vous. Hein. Il défend en effet des positions différentes, mais c'est vrai qu'il peut y avoir, parmi ces électeurs, des convergences de vues. Mélanie nous dit, est-ce que vous trouvez normale l'attitude de Gilbert Collard qui a échangé des insultes en plein direct hier soir à la télévision avec Daniel Cohn-Bendit? Il faut le dire aux téléspectateurs, il y a eu un accrochage qui était assez long, assez violent. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que sur le fond, Gilbert Collard a souligné que Daniel Cohn-Bendit est un soutien d'Emmanuel Macron. Et donc, il y avait deux représentants. Ce qu'il n'a jamais caché, d'ailleurs. Absolument, mais il y avait deux représentants de la majorité sur le plateau. Je pense que ça, il avait raison de le dire. Ensuite, il y a eu un échange assez vif, une sorte de brouhaha. Moi, j'ai pas bien compris. Des noms d'oiseaux. Il y a des noms d'oiseaux qui ont été échangés. Je pense qu'ils sont assez grands pour s'expliquer entre eux. Moi, je ne vais pas faire l'arbitre de ce petit conflit. Voilà. Vous qui êtes député européen depuis quelques temps maintenant, quel changement concret pensez-vous qu'il puisse surgir à l'issue de cette élection? C'est une question d'un internaute. Qu'est-ce que ça change, effectivement? Je pense qu'il peut y avoir, dans les mois et les années qui viennent, c'est un travail de fond, l'émergence de cette volonté d'une Europe des nations, de plus de protection, d'un fonctionnement plus démocratique des institutions européennes. Alors tout ne se fait pas en un jour, bien sûr, mais on voit aujourd'hui que le modèle du
du bloc majoritaire constitué du Parti populaire européen, c'est les amis de LR et des socialistes, eh bien, sera remise en cause par le simple fait que ces deux forces politiques n'ont plus une majorité, n'auront pas une majorité absolue en siège dans la nouvelle mandature. Vous pourriez jouer une force d'appoint? C'est pas jouer force d'appoint, c'est être en situation parfois arbitrale sur un certain nombre de dossiers. Ça nous est déjà arrivé dans le passé, mais de manière limitée parce qu'on avait un petit groupe. Ça peut nous arriver de manière beaucoup plus fréquente parce que nous serons un groupe important. Donc on peut jouer un rôle, on peut avoir une position déterminante sur un certain nombre de choix politiques au cours de la mandature à venir. Une question qui revient assez souvent sur le chat de Facebook. Selon vous, est-ce que l'affaire des emplois fictifs au Parlement va-t-elle peser sur les élus du Rassemblement national? Écoutez, les Français ont répondu à cette question par leur vote. Je pense que beaucoup de nos compatriotes ont parfaitement compris que c'était un procès politique qui nous était fait. Je rappelle l'histoire, hein. Martin Schulz, président socialiste du Parlement européen, qui fait une dénonciation calomnieuse de nos députés, à Christiane Taubira, ministre socialiste de la Justice, qui engage une procédure contre nous. Nous nous défendrons, comme nous avons déjà commencé à le faire, pour montrer que nos assistants ont fait le travail d'assistance parlementaire et il n'y a qu'aucune infraction n'a été commise. Non, mais il y a des assistants parlementaires qui sont des assistants locaux, qui ne sont pas à Strasbourg, à Bruxelles, et des assistants qu'on appelle des accrédités, qui ont un contrat de travail différent, qui sont à Bruxelles et à Strasbourg. Voilà. Tout ça est parfaitement clair, et nous avons défendu nos positions, et nous continuerons de le faire. Vous avez combien d'assistants parlementaires, vous, à Bruxelles et Strasbourg? Moi, dans la mandature actuelle, j'avais 4 assistants parlementaires. En tout? Oui, en tout. Entre Paris et voilà, exactement. Strasbourg. Et chaque député organise ses contrats de travail comme il le souhaite, bien sûr. Et on a des assistants qui sont accrédités à Bruxelles ou à Strasbourg, des assistants qui sont locaux, c'est-à-dire dans le pays d'élection du député. Et ils ont des missions qui sont un peu différentes, qui sont définies par le député lui-même et qui relèvent de son activité parlementaire. Et l'activité parlementaire ne se limite d'ailleurs pas à ce qui se passe dans l'hémicycle du Parlement européen. D'accord. Yannick Jadot a déclaré vouloir construire une alternative crédible au Rassemblement national avec l'objectif de gagner les prochaines élections. Et un internaute se demande si vous vous projetez déjà dans les élections de 2022, celles des présidentielles. Vous savez, on peut avoir tendance, tous les partis politiques ont tendance à voir les échéances à venir, mais il faut d'abord entendre ce que les Français ont dit hier soir, être à la hauteur de leurs attentes. Nous sommes arrivés en tête, c'est une responsabilité. Nous sommes le premier parti de France, nous sommes non seulement le premier, mais peut-être la seule vraie force politique d'opposition. Et on a aussi cette mission de travailler à l'émergence de cette Europe des nations. Donc il y a du pain sur la planche. Il y aura d'autres échéances, bien sûr. On voit qu'il y a eu une recomposition politique qui avance très vite. Je pense que le succès des Verts... Ça peut encore évoluer? Oui, bien sûr. Je pense que le succès des Verts est un épiphénomène. Pourquoi? Vous savez, il y a 10 ans, Daniel Cohn-Bendit était la tête de liste des Verts. Il a obtenu 16% des voix et ils n'en ont rien fait. Ils sont restés englués dans le vieux logiciel de la gauche. En réalité, ils ont défendu plus l'écologie punitive qu'un vrai modèle écologique. Nous défendons un vrai modèle, le localisme. Un vrai modèle écologique, c'est-à-dire en finir avec la logique du libre-échange sans frontières, totalement débridé à l'échelle mondiale, qui aboutit à faire travailler des gamins 15 heures par jour, payer des clopinettes dans des usines qui polluent la planète entière. Les matériaux ensuite arrivent. C'est pas ça. C'est qu'il faut arriver à avoir un modèle économique et écologique vertueux. Est-ce qu'il y a, au lieu de supprimer tout notre tissu industriel et de menacer demain notre agriculture pour tout faire fabriquer à l'autre bout du monde, il faut fabriquer et produire en France et en Europe ce qu'on peut fabriquer et produire en France et en Europe et avoir recours aux importations uniquement dans les domaines où c'est indispensable. Robert se demande si des alliances seraient possibles avec le parti de Nigel Farage au Parlement européen ou est-ce que vos positions sont désormais irréconciliables? Sachant qu'ils ne vont pas rester très longtemps, Normalement, ils ne vont pas rester très longtemps. J'espère que le choix exprimé par le peuple britannique va enfin être respecté. Il y a quelque chose d'ubuesque à faire. Ils ont voté en 2016 pour sortir de l'Union européenne et on leur a imposé en 2019 de choisir des députés européens. Bon, c'est une situation un peu extravagante. Il y a des convergences de vues sur certains aspects avec Nigel Farage, mais aussi des divergences. Nous ne souhaitons pas... Vous accusez d'antisémitisme. Il y a quelques années, je pense qu'il l'a fait uniquement comment dire, de manière un peu moutonnière, sans forcément être bien au courant de ce que nous disons et ce que nous faisons. Je pense que cette accusation est aujourd'hui totalement dissipée. Mais nous avons des points de désaccord. Je ne sais pas quelles sont ses intentions, mais
quelle que soit la stratégie de Nigel Farage dans l'hémicycle du Parlement européen pour quelques semaines ou pour quelques mois, nous constituerons de toute façon une large coalition. Vous êtes pour la sortie de toute manière de la Grande-Bretagne de l'Union européenne? C'est pas ça. Moi, je laisse les Britanniques choisir. Et les Britanniques ont choisi et ils ont voulu sortir. On sait très bien que les Britanniques ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. Ils avaient été lucides. Ils n'étaient pas dans l'euro, ils n'étaient pas dans Schengen. Aujourd'hui, enfin, il y a 3 ans maintenant, ils ont dit on veut sortir, il faut respecter ce choix. Merci Nicolas Bay, réélu, député européen hier. Merci à vous, merci de vos réponses. Merci, chers internautes, d'avoir posé vos questions avec Jérémy Pontieux ce matin. Et puis à demain, si vous le voulez bien.